Pour le pêcheur en mer, il existe un adversaire redoutable, dont la quête peut tourner à l'obsession. Ce poisson, au comportement imprévisible et facétieux, ne se laissera capturer que par ceux qui tentent de le connaître vraiment. Ce poisson, c'est le bar. Le bar, on sait que c'est un poisson intelligent, parce que d'abord il est difficile à pêcher. Hein. C'est vrai que il y a des poissons qui sont relativement faciles à pêcher, relativement naïfs entre guillemets. Le bar, lui, c'est vrai que c'est un chasseur aussi. Hein. C'est un poisson qui aussi varie énormément son comportement en fonction des conditions climatiques, en fonction de la couleur de l'eau, en fonction de la température de l'eau. Les poissons, comme chacun sait, sont des animaux à sang froid, donc évidemment le milieu dans lequel il vit a une incidence énorme sur leur comportement et sur leur façon dont ils vont se nourrir. Au niveau de son régime alimentaire, là aussi on s'aperçoit lorsqu'on ouvre un bar, parce que de temps en temps il faut également ouvrir les poissons pour savoir exactement ce qu'ils mangent dans le milieu naturel. Donc ils ont des contenus stomacaux où on trouve tout un tas de choses. Ça peut être des vers de vase, ça peut être des crevettes, ça peut être beaucoup de calmars, beaucoup de petits poissons bleus, les sproles, les anchois, etc. Mais c'est vrai qu'il a un régime très varié. On peut retrouver plus d'une vingtaine d'espèces différentes dans l'estomac des bars, ce qui veut dire que c'est un chasseur qui peut chasser aussi bien en pélagique, c'est-à-dire entre deux eaux, aussi bien sur le benthos, dans le fond, également en surface, ou même parfois dans les laminaires, dans les algues, etc. On sait que le poisson à 7 degrés, au plein cœur de l'hiver, il sera vraiment carrément en hibernation, donc il se nourrira très très peu. Et je pense que son activité, principale, il va la trouver dans une température qu'il apprécie particulièrement, et on va dire que cette amplitude de température elle est assez large, puisqu'à mon avis elle doit se situer entre 14 et 20 degrés, ce qui représente à peu près 6 à 8 mois de l'année. Et donc à ce moment-là, c'est un poisson qui est quand même assez vorace et qui ne se jette pas sur tout ce qui bouge, parce que comme on le disait également, c'est un poisson intelligent, donc à mon avis il réfléchit avant d'y aller, mais c'est un poisson qui a un gros appétit. Alors un bar de 36 cm, on suppose qu'il est dans sa 4e année. C'est encore une supposition, mais je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité, sachant qu'on trouve de temps en temps, là ce sont surtout les pêcheurs professionnels qui les rencontrent, des sujets qui font parfois 10 kg pour 1 mètre de long, ce qui est quand même des animaux tout à fait respectables. Mais on suppose que pourquoi pas, il y a aussi des animaux solitaires qui sont en fin de vie, qui peuvent dépasser ces tailles qui sont déjà tout à fait respectables. Depuis l'apparition des techniques modernes de pêche, liées au développement de leurres et de cannes de plus en plus sophistiquées, prendre du bar est véritablement devenu un sport passionnant. Pour assouvir pleinement cette passion, il faudra se familiariser avec cet adversaire, connaître ses habitudes et comprendre ses réactions. L'expérience vous permettra de mieux pêcher, mais il vous faudra aussi acquérir les techniques et le matériel adapté. Pascal Dardenne et Patrick Martinez vous présentent l'ensemble du matériel qu'ils ont choisi d'utiliser. On vous a préparé une petite sélection de matériel que nous utilisons pour pêcher le bar, c'est-à-dire cannes, moulinets, leurres et accessoires. On choisira une canne entre 2,40 m et 3 m selon la taille du pêcheur. Et par contre, il est important de vérifier certains points qui conditionneront votre choix. Elle doit être légère, rapide, d'action de pointe, et pouvoir lancer des leurres de 10 à 40 grammes et avec des anneaux qui supportent la tresse. En ce qui concerne le moulinet, là le mot-clé c'est quand même la qualité. C'est une pièce qui va subir d'énormes contraintes mécaniques tout au long des parties de pêche, et il est vraiment important que ce soit de bonne fabrication. Le frein avant devra être micrométrique pour pouvoir bien contrôler le combat avec le poisson. Et surtout, pour ceux qui utilisent de la tresse, il sera important d'avoir un bobinage croisé. On doit pouvoir, quand on manie le leurre, lui donner des accélérations brutales. Et il est vraiment important d'avoir environ 80 cm, voire plus, de récupération à chaque tour de manivelle. Comme ça, on contrôle vraiment l'action du leurre. En ce qui concerne les leurres, il existe une grande variété. Donc, on les a classés en 4 catégories. Les leurres de surface, ceux qui descendent à 1 mètre, entre 1 et 2 mètres, et à plus de 2 mètres. Alors, dans les leurres de surface, vous avez 2 catégories. Vous avez des leurres de style stami, qu'on fait nager en zigzag, ou des leurres de style popper. Eux, ils font un bruit de chasse, c'est-à-dire on les fait popper et ils donnent une impression de chasse. C'est-à-dire que le bar va entendre le bruit de la chasse et va venir voir ce qui se passe. Enfin, dans toutes ces catégories-là, de toute façon, c'est leurres, il faut faire des arrêts quand vous avez une attaque. Ça, c'est la base. Ne jamais ferrer.
sinon vous lui sortez le leurre de la gueule. Vous faites un arrêt. S'il ne veut pas prendre, vous faites un petit peu de travail avec le sion pour le faire bouger sur 1 mètre. S'il ne veut toujours pas prendre, vous accélérez sur 2-3 mètres et vous faites une pause. Si à ce moment-là, le bar ne veut pas prendre, rejetez encore un coup avec le même leurre. S'il ne veut toujours pas prendre, là, vous prenez un autre leurre. N'attendez pas un 3e coup. Parce que c'est pas que ça les énerve pas, mais c'est pas le leurre du jour. Il faut vraiment prendre autre chose. Mais tous ces leurres-là vont vous donner des sensations que vous n'oublierez jamais. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, Pascal, c'est que quand la mer est vraiment très calme, ça c'est important de le souligner, je pense, on va plutôt utiliser des leurres discrets qui ne seront pas trop bruyants. Et quand la mer est plus formée, eh bien des leurres qui vont faire plus de bruit pour attirer de plus loin les poissons qui sont éventuellement en chasse, quoi. Ça c'est important aussi. N'hésitez pas, dans tous les cas, quand vous avez des ratés, comme l'a dit Pascal, à changer le leurre et à passer sous l'eau s'il le faut. Ça veut dire que le bar n'est pas suffisamment agressif pour venir attaquer en surface. Alors, quand le bar décide de ne pas attaquer en surface, et ça arrive assez fréquemment, on voit les remous, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'attaque concrète. Là, on a tout intérêt à passer sur un autre type de leurre, un leurre qui va descendre en dessous de la surface de l'eau, de 0 à 90. Ces leurres, ce sont des leurres qui sont plus effilés, avec une petite bavette, et à chaque fois que vous allez donner un petit coup de canne, eh bien, il va plonger un petit peu entre 0 et 90. Ce qui est important aussi, c'est en début d'année, prenez des petits leurres. Tout petits, de longueur de 9 à 10 cm, car les bars chassent beaucoup sur les petites proies. Et vous verrez, vous aurez quand même plus de touches qu'avec les gros leurres. Par contre, dès que vous arrivez vers les mois de septembre, octobre, ne pas hésiter à mettre vraiment des très très gros leurres. Parce que là, ils sont vraiment très fins, ils se gavent, ils font de la graisse avant l'hiver. Et là, il faut vraiment pêcher beaucoup plus gros. L'avantage de ces leurres-là, c'est qu'ils sont dits suspending, c'est-à-dire qu'ils vont rester vraiment en suspension quand vous arrêtez la récupération. Donc, il ne faut pas hésiter à marquer des pauses de 2, 3, 4, 5 secondes et puis repartir doucement une récupération, faire une accélération, s'arrêter et recommencer en donnant des grandes tirées de la canne de temps en temps. Ce sont des leurres qui sont très 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 efficaces. Oui, c'est très 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 prenant. Ensuite, si vraiment vous apercevez que c'est pas entre 0 et 90 cm que ça se passe, eh bien, il va falloir descendre encore plus profondément et vous allez utiliser des leurres qui vont descendre à la récupération entre 1,50 m et 2,50 m. Le bifree, c'est un leurre très connu qui pêche quasiment tout seul, quoi. Ça, c'est des leurres qu'on utilise beaucoup sur les chasses, car ils ont une forme un petit peu de sardine. Et vraiment, ils ont fait leur preuve, hein. C'est vraiment des leurres à chasse. Je les utilise vraiment beaucoup plus là-dessus. Par contre, au niveau de la récupération, on essaiera d'être moins rapide qu'avec les autres. Ce sont des leurres qu'il va falloir vraiment faire vivre sous l'eau en donnant des petits coups de sion de manière à ce que le leurre parte dans différentes directions en montrant ses flancs. Ce sont des leurres qui sont plutôt dodelinants et qui vont montrer la brillance du flanc simulant un poisson malade ou en train de mourir ou chassé. Ouais. Et là, sur des poissons un petit peu tatillons et un peu méfiants, si vous allez suffisamment doucement, le résultat est garanti. Très bon leurre. Ensuite, vous avez des leurres qui sont, disons, un peu plus prenants sur le fond, mais en début d'année. C'est des leurres qui ont des grandes bavettes, qui vont descendre environ à 2,50 m, 3 mètres, et qu'on utilise beaucoup en début d'année. Ou alors sur des chasses, quand le poisson est vous avez 7-8 mètres d'eau, et le poisson est souvent à 3,50 m, 4 mètres. Et là, vous êtes vraiment dans la couche d'eau où il chasse. Donc vous aurez beaucoup plus de touches si vous pêchez avec un leurre comme ça qu'avec un leurre qui va descendre à 1 mètre, à 1,50 m. La vibration est plus serrée à cause de la grande bavette, donc il ne faut vraiment pas hésiter à récupérer très rapidement, à lui donner vraiment du mouvement, de la dynamique et de façon continue, éviter les arrêts et vraiment simuler un poisson qui taille la route, quoi, qui se sauve vraiment. Et là, malgré sa petite taille, vous pouvez faire de très très beaux poissons avec ça. Ensuite, vous avez des leurres de style Wonder, on appelle ça. C'est des leurres qui n'ont pas de bavette, mais qui sont coulants. C'est-à-dire que c'est pour pêcher vraiment au fond. Là, des fois, le bar ne veut pas monter. Ça, c'est des cas de début d'année typiques, hein. On va les chercher par 7-8 mètres de fond ou 10 mètres de fond. On le laisse aller au fond et on fait des tirées très très longues et on le laisse redescendre et il descend sur le flanc comme un poisson blessé. C'est vraiment très efficace et c'est un des rares leurres qui ne tire pas beaucoup sur la canne
et qui marche vraiment bien, quoi. Là, par contre, quand vous avez une attaque, c'est vraiment très violent. Ah, et c'est on prend brutal, vraiment absolument. une très grande secouée dans la canne, si on peut dire. Donc, ce type de leurre, c'est par opposition aux leurres dits à bavette, des leurres qu'il ne faut absolument pas manier de façon linéaire. Il faut vraiment leur donner des petits coups, des amplitudes vers le haut, s'arrêter et vous verrez, quand vous le voyez nager dans une eau claire, c'est vraiment c'est surprenant de réalisme, quoi. Ouais, ça fait vraiment un poisson blessé, quoi. Les postes de pêche, quand on veut prendre du bar, sont nombreux. Parc à huîtres, bouchot, roche, plage. On les trouvera souvent à proximité des côtes. Une embarcation légère permettra donc d'y accéder facilement. La façon d'aborder chacun de ces secteurs est différente, mais on retrouvera certaines constantes, la dérive notamment. On peut commencer par pêcher sur les bouchots, appelés aussi moulières. Des postes sur lesquels vous trouverez toujours une densité intéressante de bar. Pour bien pêcher sur les bouchots, il faut étudier ce poste, connaître les habitudes du bar sur ce biotope particulier et respecter des règles précises de dérive et de lancer. Voilà ce que ça donne un champ de bouchot à marée basse. C'est des endroits où le bar vient chasser régulièrement, car c'est un garde-manger où il y a vraiment de tout. Ça peut être du crabe, des petits poissons, des crevettes. Ils viennent chasser dans les allées. Alors ce qu'il faut faire quand vous pratiquez cette pêche dans les bouchots, c'est de repérer le coin souvent à marée basse pour voir les bouchots comment ils sont situés. Ensuite revenir à la marée montante. En général, en horaire de marée, il faut compter à peu près 3 à 4 heures de montante pour que les bouchots puissent se recouvrir et puis qu'on puisse dériver dessus calmement et sans se prendre le bateau sûrement dans les poteaux. Alors, ce qu'il faut faire en général, il y a toujours des grands pics qui limitent les parcs. On prend un angle et on se met à un poteau et on commence à dériver tout doucement sur 200-300 mètres. On remonte, si on ne prend pas de poisson, on décale de 50 mètres. On redescend sur 200-300 mètres jusqu'à temps qu'on trouve le poisson. Par contre, si on trouve le poisson, il ne faut pas remonter sur la dérive. Ça, c'est vraiment le point important car le poisson va s'enfuir. Donc on repasse où on est passé avant, où il n'y a pas eu de touche. À l'étal, souvent les prises diminuent. Il faudra attendre la première heure de marée descendante pour que le poisson redevienne actif. L'action de pêche est simple. Elle consiste à faire passer le leurre le plus près possible des pieux, car c'est à cet endroit que les bars sont à l'affût. Il faut savoir que sur ce genre de poste encombré, il y a toujours de beaux poissons. Alors pour éviter de les perdre bêtement parce qu'ils vont aller s'enrouler autour des pieux, on vous recommande vivement l'usage de la tresse et d'une canne un peu plus puissante que celle que vous utilisez d'habitude pour pouvoir frein serré, les brider et les faire monter en surface rapidement pour éviter justement qu'ils ne sondent et que vous perdiez le leurre et le poisson à cause des moules qui sont sur les pieux. Alors les leurres qu'on va utiliser sur les parcs, en général à marée haute, on commence par prendre des grands plongeants avec des grandes bavettes qui descendent jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 maximum et surtout bien longer les poteaux, sinon vous allez vous accrocher. Et sinon après, dès que ça descend un peu, des leurres qui descendent à 1 mètre, 1 mètre 20, style les flash minots ou les primes minots. Des fois on utilise aussi des petits leurres, tout dépend de ce qui est rentré. En début d'année, souvent on utilise beaucoup de petits leurres, car les proies sont beaucoup plus petites. Après, plus la saison avance, plus il faudra commencer à prendre des proies un peu plus grosses. Et ensuite, au dernier moment, c'est-à-dire que dès qu'il commence à y avoir à peu près 1 mètre d'eau sur les bouchots, là on commence seulement à sortir les leurres de surface. Une fois que la marée est vraiment basse, bon, les bars sont partis des bouchots avec le courant. Ils sont partis sur des platures qui sont à côté. Ils ne sont pas toujours très loin, hein. Donc il ne faut pas aller chercher les poissons vraiment au large. Il faut faire les platures qui sont peut-être à 200-300 mètres des bouchots. En général, c'est là-dedans qu'ils se placent. Ils vont rester à proximité. Voilà. Et parce qu'ils attendent la montante pour recommencer à regrimper sur les bouchots, venir chasser dedans. Donc généralement, quand vous avez fait du poisson sur les bouchots, ne vous dites pas que c'est fini une fois que la marée est descendue. Revenez dès que ça renverse et vous avez des chances de les retrouver en fait. Ah oui. En général,
On les trouve régulièrement. Une fois qu'on les a eu à la montante avec des coefficients genre 70-80, vous pouvez les trouver pendant 3-4 jours au même endroit. Ils ne vont pas bouger. Quand vous pêchez sur les bouchots, n'oubliez jamais que vous êtes sur une exploitation marine. Respectez le biotope et le travail des professionnels de la mer. Dès que les pieux se découvrent, vous pouvez abandonner les bouchots pour aller explorer un autre poste très pêchant, les roches. Et un autre poste qu'il faut prospecter en priorité, quand on en a l'occasion, c'est les têtes de roche. Alors les têtes de roche, elles peuvent être immergées, elles peuvent être affleurantes, il peut y avoir des petites déferlantes. Et c'est toujours des postes intéressants où se trouvent de beaux poissons qui se tiennent en chasse et à l'affût. Et au passage des proies, ils attaquent. Et c'est des poissons, vous voyez, qui sont différents des autres. Ils sont vraiment très très noirs sur le dos. Comparé à un poisson de banc qui va en chasse, ils sont souvent de couleur gris pâle. Même si la tête de roche est isolée, il faut vraiment, par principe, négocier sa dérive de manière à ce qu'on puisse passer avec les leurres soit devant, soit derrière, et bien prospecter chaque zone autour de la tête de roche. Quand il s'agit de roches immergées, là on peut utiliser un petit peu tout type de leurre, surface ou mi-plongeant. Évidemment, vous devez vérifier la profondeur de la tête de roche quand elle est immergée pour éviter de perdre votre leurre en l'accrochant. En général, on prend des leurres qui descendent à peu près à 1 mètre sous l'eau, ou alors aussi on peut attaquer avec des leurres de surface. Ça dépend de l'humeur du bar. Voilà, il faut faire du systématisme. Quand il y a 2 pêcheurs, toujours la règle, un sous l'eau, un en surface. Et généralement, on se rend vite compte de quelle leurre va fonctionner sur l'endroit du moment. Autre chose, quand on arrive sur une tête de roche, il ne faut vraiment pas passer dessus avec le bateau. Même si elle est immergée 2 mètres sous l'eau, il faut passer à côté, que le leurre puisse passer dessus, mais pas le bateau, car vous allez faire peur aux poissons qui sont dessus, et après, c'est pas la peine de repasser, ils ne mordront pas. En effet, le bar est un poisson très recherché, et ce depuis toujours. Il a donc développé un instinct de survie, qui oblige celui qui le pêche à faire preuve de discrétion dans son approche. Le bar est un prédateur qui, comme beaucoup d'espèces, se méfie de l'homme. Quand on a 2 têtes de roche qui sont espacées de 50 ou 100 mètres,
il est probable que cette séparation soit due à l'érosion des courants au fil des siècles et des millénaires, on peut dire. Alors il ne faut pas hésiter à prospecter cette zone où il y a toujours du passage. Il y a toujours des petites proies qui se promènent dans ce courant et les bars sont à l'affût et ce sont des postes intéressants. Sinon, vous avez un autre poste qui est vraiment très intéressant, ce sont des platures de roches, on appelle ça, c'est des grands plateaux rocheux qui font à peu près, je sais pas moi, par rapport au fond, vous avez 1,50 m à 2 mètres de roche au-dessus du fond. Tout le reste, ça va être du sable. Voilà, c'est des alternances des algues, de laminaires. de zones. Tout est mélangé et en général, le poisson fourrage vient se cacher là-dedans. Alors, c'est des fonds que vous pouvez prospecter dans 8 mètres à 2 mètres d'eau à peu près. Et là, le bar va se trouver vraiment à l'abri, il va se mettre en chasse à la montante et à la descendante va se mettre en poste et va prendre tous les poissons qui passent sous son nez. Voilà, alors on peut trouver des poissons isolés qui sont à l'affût ou alors des bancs qui sont carrément en chasse et qui taillent la zone en fait à la recherche de nourriture. Les leurres à utiliser, eh bien, c'est un petit peu comme dans beaucoup de cas, surface et sous l'eau. Donc, on peut utiliser à peu près toute la gamme de leurres sur cette plature-là. Quand l'eau est très très claire, un petit conseil que je vous donne, ne les cherchez pas dans 3 ou 4 mètres d'eau. Allez les chercher dans 6, 7, 8, 9 mètres d'eau même. Il faut aller jusqu'à 9 mètres. Les bars vont monter, vous cherchez même vos leurres de surface. Il ne faut pas avoir peur. Ils ont besoin d'un peu de sombre quand l'eau est très très claire, comme ça, sinon ils ne mordent pas. Il ne faut pas avoir d'a priori avec les leurres de surface. Encore une fois, on en a fait l'expérience de nombreuses fois. La hauteur d'eau, contrairement à ce qui a pu être dit souvent, n'est pas un facteur déterminant. Évidemment, il ne faut pas pêcher dans 15 mètres de fond, mais jusqu'à 10-12 mètres, vous pouvez vraiment faire monter des poissons en surface. Ça dépend de leur humeur et ça dépend de leur envie de manger, en fait. En restant sur les platures de roche, vous rencontrerez sûrement ce phénomène bien particulier que sont les chasses. Souvent, en début de montante, les bars se rassemblent et partent en chasse. Les petites proies se sauvent alors vers la surface. Très rapidement, les mouettes les repèrent et commencent à piquer. Elles deviennent les alliés des pêcheurs en indiquant l'endroit exact de la chasse. La règle quand on a une chasse, c'est que même quand les oiseaux sont partis, il y a encore le poisson. Il ne faut pas croire que le poisson suit les oiseaux. Ça, c'est une erreur. Et quand vous voyez les oiseaux qui quittent le poste, dites-vous bien qu'il y a toujours des poissons qui sont en attente et qui grimperont sur vos leurres pour peu que vous trouviez le bon leurre qui correspond à la proie qui était chassée au moment où ça se produisait. Alors, en général, vous avez des chasses sur les sardines, les sprattes, les anchois, les lançons. Et donc il faut prendre des coloris pour les leurres, je parle bleu ou un peu transparent. C'est des coloris qui marchent assez bien. La sardine et les perlants, on va, pour simplifier. Pour les chasses, c'est vraiment bien. C'est ce qui va bien. Alors, ce qui est important par contre, c'est d'avoir des tailles de leurres différentes. Il se peut qu'ils chassent sur des toutes petites proies. Et évidemment, si vous leur proposez un gros steak, ils ne vont pas forcément en vouloir. Donc, adaptez vraiment le leurre en fonction de la proie rencontrée. C'est pas parce que vous avez des oiseaux qui piquent que c'est forcément du bar. Donc, quand vous avez beaucoup d'eau, vous pouvez être quasiment sûr que c'est plutôt du maquereau. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure à reconnaître une chasse de maquereau d'une chasse de bar. Les oiseaux ne volent pas de la même manière, ne décrochent pas et ne piquent pas de la même manière. Et ça, au fur et à mesure que vous allez rencontrer des chasses, vous allez l'apprendre petit à petit. De toute façon, il faut aller vérifier. On ne sait jamais, il peut y avoir du bar avec les maquereaux, des maquereaux avec les bars. Il faut aller vérifier. Mais c'est très rapide. Si vous voyez que les poissons ne réagissent pas à vos leurres dans les 10 premières minutes, c'est pas la peine d'insister, c'est souvent du maquereau. Sur les chasses, l'utilisation des leurres de surface est fortement déconseillée.
En effet, leur réalisme trompe les poissons, mais risque aussi d'attirer les oiseaux. Et en piquant sur vos leurres, ils peuvent se blesser gravement. Les leurres plongeants sont donc conseillés. Il est également recommandé d'être rapide, car si la chasse est un moment privilégié de pêche, elle peut aussi cesser rapidement. Les plages peuvent être aussi de très bons postes, à condition que la mer soit suffisamment agitée. À partir du mois de septembre, rien ne vous empêche alors d'aller pêcher dans les rouleaux, tout près du rivage. On peut s'approcher très près de la plage, jusqu'à 1,50 m de fond. Prudence tout de même. Comme en surfcasting, les meilleurs moments sont les 3 heures de fin de montante et les 2 premières de descendant. Les bars viennent chasser en banc. Leur robe est très reconnaissable, beaucoup plus claire que quand ils sont sur les roches. De façon générale, utilisez des leurres plongeants de couleur naturelle, et quand l'eau est teintée, le jaune et l'orange sont plus prenants. Si l'eau est claire, des gros leurres de surface bruyants, Samy 128 ou Popper Big J, sont très efficaces. Comme les fonds sont sablonneux, vous vous ferez plaisir en utilisant du matériel léger, car les risques de casse sont quasi nuls. Alors faites durer les combats et amusez-vous. Si vous êtes à 2, les prises se produiront souvent au même moment. Sensation assurée. On a compris que les bars évoluent dans des écosystèmes particuliers, où ils trouvent nourriture et abri. L'ostréiculteur, en exploitant ses parcs à huîtres, a créé un environnement favorable aux bars. Donc là, on est sur des parcs à huîtres et on a à peu près le même biotope, en fait, le même écosystème que sur les bouchots. Il y a donc des coquillages, les huîtres qui sont sur des tables qui sont immergées au fond et qui dégagent une certaine laitance régulièrement tout au long de l'année et qui attirent tout le bioplancton qui lui-même attire des petits poissons et ces petits poissons deviennent les proies des bars évidemment. Bon, ce qu'il faut c'est, et c'est important, c'est d'être méthodique quand on va dériver sur les parcs à huîtres. On prend un repère, un poteau par exemple, et on va commencer la dérive. Une fois que celle-ci est finie, on la remonte sans faire trop de bruit, on se décale d'une trentaine de mètres et on la refait jusqu'à ce qu'on tombe sur la tenue de poisson. C'est souvent le cas sur les parcs à huîtres. On peut très bien pendant 2 ou 3 dérives ne pas avoir de touche et d'un coup avoir successivement 1, 2, 3, 4, 5 poissons selon la taille et l'importance du banc évidemment. Bon, on peut commencer à pêcher sur les parcs à partir du mois de mai, avril-mai, dès que l'eau atteint une température raisonnable. Et là, on peut avoir de très belles surprises. Bon, en début de saison, effectivement, ce sont des poissons de petite taille. Mais bon, pour se refaire la main, c'est l'idéal en fait. Alors, début de saison, l'eau est un peu froide. On va utiliser des leurres qui vont descendre de manière à raser un petit peu les tables. Comme ça, le poisson aura moins d'efforts à faire pour venir attraper sa proie. Et petit à petit, quand la saison avance, la température augmente et là, on peut finir à partir du mois de juin, juillet,
par pêcher en surface, et là on a de très très belles attaques. Ce qui est important aussi, et c'est pour ça que j'utilise une canne assez raide, c'est de brider le poisson. C'est-à-dire que si vous prenez un poisson d'1,5 kg ou 2 kg au-dessus des tables, le premier réflexe qu'il va avoir évidemment quand il va être pris, c'est de sonder et d'aller se cacher tout de suite sous les tables. Et là, vous perdez le poisson, votre leurre, et c'est la casse assurée. C'est pour cela que les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour mettre sur le marché des matériels de plus en plus sophistiqués. Dans la pêche sportive, les tresses, type Fireline et Power Pro, ont remplacé les nylons pour gagner en finesse et résistance. Les cannes courtes, par exemple les Tempest de chez Mitchell, ont aussi gagné en légèreté et en fiabilité. Donc l'idéal, c'est d'utiliser de la tresse sur les parcs à huîtres, parce que vraiment on peut brider le poisson en force sans avoir trop de casse par l'effort en fait. Oui, donc pour pêcher sur les parcs à huîtres, on n'a pas besoin de beaucoup de leurres, on a besoin de leurres de surface, des leurres qui vont descendre entre 50 et 90 cm, et puis d'autres plus profonds quand vraiment c'est nécessaire. Vous voyez, ce genre de petits leurres un petit peu nouveaux là permettent une action en surface qui change un petit peu de ce qui existe déjà. Il n'y a pas de billes par exemple, donc c'est une action plus discrète. On en a parlé déjà, le Sami évidemment. On a aussi le Zipsy Pop, donc qui est un leurre de surface au même titre que le Sami, mais qui est doublé en fait d'une cavité ici au niveau de sa tête qui lui permet de prendre l'eau et d'émettre des pops. C'est à la fois un leurre de surface type nage du chien, walking the dog, et aussi popper, ça c'est intéressant. Alors après on a le popper classique, un Big G notamment celui-ci, nouveau popper de chez Lucky Craft, qui a vraiment une très très belle cavité, qui est vraiment très très bien étudiée et qui pop vraiment très très bien. Alors ça, donc dès que la température de l'eau est suffisante, on utilise les poppers et on a des résultats toujours très très surprenants. Si toutefois le poisson répugne un petit peu à monter en surface, eh bien on va utiliser des leurres qui vont descendre un peu plus. Le Flash Minnow notamment, qui est maintenant un leurre très connu, et qui a une efficacité surprenante. C'est un petit leurre qui est très très défilé, qui est équipé de 3 triples et de billes. Et donc là vous allez avoir une nage qui va être vraiment très chaotique selon la façon dont on va l'actionner avec la canne. Le Saruna aussi, donc c'est le même type de leurre avec une bille plus grave par rapport au Flash Minnow. Donc un Flash Minnow de plus petite taille, quand les bars chassent sur des petites proies, toujours équipé de petites billes. Et puis après, donc, quand le poisson est vraiment sous les tables et qu'il refuse de monter, on va lui présenter vraiment au ras des tables des poissons qui vont plonger un peu plus. Un bifreeze par exemple de chez Lucky, un prime minnow. Ce sont des leurres qui ont vraiment une forme un peu particulière et qui nagent vraiment très bien. Et puis les petits wavy qui sont des petites proies aussi, toujours alterner une grosse proie et ensuite une petite. Souvent ça permet de faire la différence. Tous ces leurres sont l'aboutissement de longues recherches et d'investissements importants de la part des grands fabricants mondiaux. Ces 10 dernières années ont marqué en France le développement de ces leurres qui changent réellement les habitudes de pêche. De plus en plus réalistes, sonores, dessinés et peints à la perfection, ils permettent aux pêcheurs de toujours leurrer le bar malgré l'intelligence de ce poisson. Donc quand on pêche à 2 pêcheurs comme aujourd'hui,
L'idéal, c'est qu'il y en ait un qui pêche sous l'eau, à différentes profondeurs, et l'autre qui pêche en surface. Donc moi j'étais sous l'eau tout à l'heure, je vais passer en surface, et je vais rajouter une petite chose qui a fait ses preuves. C'est une crevette en fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crevette? Voilà, c'est un petit teaser. Donc que vous allez placer juste devant le leurre et qui va donner l'impression qu'il y a une petite proie qui se fait chasser par votre leurre en fait. Et ça énerve profondément les bars. Et grâce à ça, ils montent volontiers en surface pour voir ce qui se passe d'abord et puis pour gober soit la crevette, soit le leurre de surface. Hop, j'en ai fait 2 là. Je crois que j'en ai 2. Ouais, j'en ai 2. Regarde, filme. Ouais, j'ai plein de petits gars. Donc pour faire nager le sami en surface, eh bien c'est très simple. Des petits coups sur la canne suffisent à lui imprimer cette nage un peu de poisson blessé ou chassé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un leurre qui se tient vraiment verticalement. Ce qui est surprenant, c'est que même à l'arrêt, le sami, c'est un leurre qui est capable de prendre du poisson sans aucune action. Ça parce qu'en fait, il est équipé de petites billes et rien que le clapot suffit à les faire teinter un petit peu, à entendre le tintement de la bille, et là le bar fonce, il attaque. Donc vous pouvez faire du poisson même à l'arrêt. Ça nous est arrivé, c'est anecdotique, pendant une petite pause casse-croûte, de laisser le leurre à l'eau comme ça avec la canne et d'avoir des attaques alors qu'on était en train de manger. Ça c'est pour la petite histoire. Équipé du matériel adapté, des leurres variés, 1 ou 2 cannes et un bateau maniable, vous vous ferez plaisir lors de vos parties de pêche. Pour les plus passionnés, on devra compléter son équipement avec des accessoires qui, s'ils ne sont pas indispensables, viendront augmenter vos chances de réussite et développeront votre sens tactique. Ce qui est important aussi, c'est des lunettes polarisantes. Ah oui, ça peut paraître un détail, mais... Et ça, c'est vraiment important. C'est quand vous faites les platures de roche où il fait beau, bon, on voit la mer grise, mais dès que vous mettez les lunettes comme ça, vous voyez tous les fonds noirs, c'est-à-dire les laminaires, toutes les têtes de roche, on les voit. Avec des lunettes de soleil normales, vous ne les voyez pas. Il faut vraiment prendre du polarisant. Et l'avantage de ces lunettes-là, justement, c'est ça nous permet de voir où il faut lancer. Parce que souvent, ils se cachent vraiment sur ces têtes de roche ou sur les laminaires. Et c'est vraiment indispensable pour pêcher le bar. Ah oui, absolument. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez suivre le poisson de loin, alors que si vous ne les aviez pas, eh bien, vous ne voyez pas le poisson suivre. Donc JMC, qui est un fabricant français qui est réputé, fait des lunettes qui sont accessibles au niveau budget à toutes les bourses. Hein. Oui, et c'est vraiment un accessoire indispensable. D'abord, ça vous protège les yeux, parce que la réverbération est assez forte en mer. Et en plus de ça, c'est vraiment une qualité et un confort de pêche. Vous pêchez mieux, tout simplement. Pour pêcher mieux aussi, pour comprendre un peu ce qui se passe, on va utiliser un éco-sondeur. Alors l'éco-sondeur, ça va vous permettre de connaître la nature du fond, si c'est de la vase, des laminaires, des roches, et puis aussi la profondeur du fond. Ouais, donc ça c'est important quand vous faites des postes que vous ne connaissez pas. C'est bien de savoir à peu près quelle profondeur il y a. Il ne faut pas s'imaginer qu'un sondeur va vous donner l'endroit où se trouvent les poissons. Ce n'est pas le but. C'est avant tout un instrument technique qui va vous permettre de faire un repérage sur le poste et de savoir où
on peut avoir des probabilités de tenue de poisson. Des veines de courant au milieu de roches, les hauts fonds, et puis surtout, ça vous permet de choisir le leurre adapté à la profondeur. Autre chose pour les passionnés de technique, le GPS. Le GPS. Alors le GPS, il n'y a plus besoin d'en parler vraiment, tout le monde sait ce que c'est. C'est un appareil avec un cadran, une cartographie. Les nouveaux ont une cartographie marine de l'endroit où vous allez. Et à chaque fois que vous prenez un poisson, vous pouvez très bien le marquer et avoir sa position. Et en fin de partie de pêche, éventuellement, vous pouvez, c'est ce qu'on fait nous, vous pouvez tenir un carnet de bord de pêche, en fait, en signalant par quel coefficient, par quel type de temps et à quel endroit, surtout, vous avez fait du poisson. Et à quelle heure aussi. Et à quelle heure. Ouais, les heures sont importantes dans la pêche du bar. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une chronologie et peut-être, grâce à ça, vous allez appréhender le poste différemment. Et quand vous reviendrez dans les mêmes conditions de coefficient de marée, de vent ou de qualité d'eau, vous retrouverez peut-être, je dis peut-être parce que c'est encore une fois, ce n'est pas encore une vérité, vous retrouverez peut-être du poisson à l'endroit où vous l'aviez marqué. Ça vous permet de faire une cartographie. Oui, mais souvent, vous avez pris du poisson dans un coin, je ne sais pas, à peu près à la 4e heure du montant, vous regardez le coefficient, mais la fois d'après, allez-y quand même vers la même heure, même si ce n'est pas le même coefficient. Parce que des fois, ça peut quand même être un courant ou un passage où le bar va se mettre en poste à un certain moment donné de la marée. Même si ce n'est pas tout à fait le même coefficient, il peut quand même être là. Donc il faut toujours aller voir. Si vous le trouvez 2 à 3 fois sur 5, vous pouvez vous dire que c'est un poste. Il faudra toujours aller voir ce poste-là. L'avantage du GPS, enfin en tout cas de ce type de GPS, c'est qu'ils sont portables. Oui. Magellan a sorti le nouveau Méridian là, avec une cartographie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez comprendre pourquoi vous avez raté peut-être une partie de pêche, mais surtout pourquoi vous l'avez réussi, quoi. Oui, c'est surtout ça qui est important. Donc ça, c'est accessoire, encore une fois, on peut s'en passer, mais on gagne du temps. Sur un poste qu'on ne connaît pas, on gagne du temps. L'association GPS et sondeur vous blinde un petit peu, et vous connaissez votre poste après. Ça aide beaucoup quand même. Hein. Voilà, pour finir, alors ça c'est au niveau sécurité, nous comme ça nous arrive de pêcher à 2 bateaux, par gros temps, et puis à 2 bateaux, souvent. à 2 bateaux dans des conditions un petit peu difficiles de mer, on utilise une VHF marine qui peut vous donner sur un canal bien précis, mais enfin ça les notices des fabricants le signalent quasiment tout le temps. Vous pouvez connaître la météo. Et éventuellement, si vous êtes en difficulté, ça c'est important, vous pouvez lancer un appel et le CROSS qui s'occupe un petit peu de récupérer les gens esselés en mer, il viendra vous chercher. Et là, ça c'est plus sécurité. Ouais, puis l'avantage aussi, c'est que je vous dis, quand vous êtes à 2 bateaux, vous faites 2 coins différents. Et puis dès que ça mord dans un coin, votre copain vous appelle. On gagne du temps. Ça fait de la convivialité en plus. C'est plus quand même sécuritaire. Sécuritaire, mais bon, ça aide quand même. Hein. Voilà. Ça fait gagner du temps quand on a 2 bateaux. Donc là, on vous a présenté un équipement qui correspond à quelques années de pratique de pêche. On est bien conscient que pour démarrer la pêche en mer au leurre moderne, l'investissement peut paraître un peu lourd. On n'est pas obligé de tout avoir, évidemment. Chacun fait selon son budget. Non, on prenait quand même du poisson sans tout ça avant. Ça fait de nombreuses années qu'on pêche. Nous, on s'est perfectionné parce que c'est une véritable passion. Mais vous pouvez démarrer simplement avec un équipement de base. Ce qui est important, c'est la canne, le moulinet et quelques leurres. Voilà, ça c'est quand même le primordial. Pour devenir un bon pêcheur de bar, quand vous aurez maîtrisé les techniques de pêche et développé votre sens de l'observation, vous n'aurez plus qu'une seule chose à faire. Prendre la mer le plus souvent possible.